Bonsoir, bienvenue au Muséum d'Histoire naturelle de Toulouse pour ce nouveau rendez-vous de conférence en ligne sur la chaîne YouTube du Muséum. Ce soir, le Maghreb et les origines d'Homo sapiens. Longtemps considéré comme une zone marginale de la préhistoire africaine, le Maghreb est depuis quelques années placé au centre des débats sur l'émergence de notre espèce. C'est au Maroc que les plus anciens Homo sapiens ont été découverts. Voilà, cette conférence que vous découvrez ce soir sur notre chaîne YouTube est proposée en marge du colloque Sociétés humaines et environnement dans la zone circumméditerranéenne du Pléistocène à l'Holocène et est réalisée en partenariat Muséum et Laboratoire Trace, laboratoire toulousain. Alors, notre invité ce soir est Jean-Jacques Hublin. Jean-Jacques Hublin est à distance, il est en Allemagne, à Leipzig. Et avec moi, pour le présenter et pour présenter un peu plus précisément le contexte de ce colloque et le contexte de cette conférence, j'accueille Madame Sandrine Costamagno. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes à l'origine de ce colloque Oui. qui se déroule actuellement sur Toulouse, le 8 et 9 mars. Et vous êtes préhistorienne. Vous êtes aussi directrice de recherche au CNRS et directrice adjointe au laboratoire Trace à l'Université Jean Jaurès Toulouse. Vous êtes spécialiste des faunes mammaliennes et vous intéressez plus particulièrement aux pratiques alimentaires des populations paléolithiques en Europe occidentale. Donc vous avez pu faire déjà des conférences au musée sur le paléorégime, on s'en souvient. Eh bien, je vous laisse la parole pour nous présenter un peu plus précisément cette soirée et ce colloque. Merci Myriam. Merci au Muséum de nous accueillir ce soir pour cette conférence de Jean-Jacques Hublin. Alors avant de vous présenter Jean-Jacques Hublin et présenter cette conférence ce soir, je voulais vous indiquer pourquoi cette conférence. Donc cette conférence, elle se tient dans le cadre d'un colloque, comme le disait Myriam. Ce colloque, il est en hommage en fait à Émilie Cammas, qui est une jeune chercheuse qui est décédée il y a maintenant 2 ans, qui était une jeune chercheuse au CNRS, qui était archéozoologue, spécialiste des relations homme-animal, et surtout, elle s'intéressait aux relations des hommes avec le littoral, puisqu'elle s'intéressait aux ressources marines. Et également, elle travaillait sur l'Afrique du Nord. Donc cette jeune chercheuse, comme je vous l'ai dit, nous a quittés il y a quelque temps, et on voulait, avec plusieurs collègues et la maman d'Émilie, Émilie Cammas, faire un colloque en hommage à Émilie. Donc on a commencé aujourd'hui, on est environ 200 personnes qui assistent à ce colloque, qui se déroule à Toulouse, à l'université Toulouse-Jean Jaurès. Demain, on continue. Donc là, je suis un petit peu fatiguée, je dois dire, mais bon, voilà. Je suis très contente d'être là ici. Et que vous dire de plus, donc voilà, on est vraiment très content du succès que peut avoir ce colloque, c'est bien au-delà de nos espérances, et ça montre la place qu'avait déjà Émilie pour la communauté des préhistoriens, malgré son jeune âge, puisqu'elle était décédée, elle avait l'âge de 35 ans. Elle avait 35 ans. Donc voilà, et je voulais remercier vraiment chaleureusement Jean-Jacques Hublin, en fait, qui a accepté d'être invité d'honneur de ce colloque, et de ce fait de donner une conférence aujourd'hui au Muséum sur le thème « Le Maghreb et les origines d'Homo sapiens », qui est un thème qui aurait particulièrement plu à Émilie, puisque c'était un thème qui était particulièrement cher, et elle travaillait sur ces problématiques-là. Alors, un mot sur Jean-Jacques Hublin avant de lui passer la parole. Donc, Jean-Jacques Hublin est directeur du département d'évolution humaine du Max Planck Institute en Allemagne et professeur au Collège de France pour la chaire internationale de paléanthropologie. Donc, Jean-Jacques Hublin est un paléanthropologue qui a beaucoup travaillé sur l'Afrique du Nord. Il va vous en parler dans quelques instants. Alors, parmi les nombreux résultats qu'il a acquis tout au long de sa carrière, j'ai choisi d'en mettre en avant un, c'est-à-dire une découverte en 2017, la découverte de nouveaux restes humains sur le site marocain de Djebel Irhoud, qui a permis en fait de repousser de plusieurs dizaines de milliers d'années l'origine de notre espèce, l'origine d'Homo sapiens. Puisqu'on a ces restes humains ont été datés aux alentours de 315 000 ans, alors que préalablement on était sur une origine aux alentours de 260 000 ans. Donc ces résultats sont majeurs pour notre communauté et obligent à repenser les scénarios relatifs aux origines et au développement d'Homo sapiens.
Donc il faut désormais, et vous le verrez, hein, je pense que Jean-Jacques Hublin vous en parlera durant cette conférence, il faut désormais prendre en compte l'ensemble du continent africain et pas seulement l'Afrique de l'Est pour discuter de ces questions de nos origines, des origines de notre espèce. Voilà, Myriam. Merci beaucoup, Sandrine Costamagno, pour cette présentation du contexte du colloque, bien sûr, et de Jean-Jacques Hublin, qui est notre invité ce soir pour découvrir un peu plus ce sujet qui prend un peu plus d'ampleur au niveau médiatique sur l'origine d'Homo sapiens et la place du Maghreb dans l'ancienneté des découvertes. Jean-Jacques Hublin, vous êtes donc en ligne, on va vous voir. Bonsoir, est-ce que vous me recevez ? Bonsoir, je vous reçois très bien. Très bien. Pour l'instant, je ne vous vois pas, mais je vous entends. J'espère que je vais avoir un retour rapidement. Très bien, très bien. En plus, voilà, vous avez choisi un fond thématisé pour ce soir. Un petit mot sur ce fond d'écran pour nous mettre dans l'atmosphère et dans le thème. Alors, c'est un fond d'écran qui montre ce site de Djebel Irhoud dont on vient de parler et dont je vais vous entretenir un peu plus pendant cette conférence. Donc, c'est un site archéologique qui a connu une célébrité planétaire, hein, puisque au moment de cette découverte qui a été publiée en 2017, il n'y a pas moins de 3000 journaux et médias dans le monde entier qui ont parlé de cette découverte. Et voilà, ça a fait la première page du New York Times. Et chaque fois que je suis au Maroc et que je prends un taxi ou que je vais chez le coiffeur, je suis content de savoir que les Marocains, tous les Marocains ont entendu parler de cette découverte. Merci beaucoup. Alors, je vais très vite vous redonner la parole. Je vais juste redonner le principe de la soirée pour les internautes. Donc, on est en direct sur la chaîne YouTube du Muséum. Et en plus, le chat est ouvert, c'est-à-dire qu'on va pouvoir interagir et vous allez pouvoir, pour ceux qui nous suivent, poser vos questions. Donc, je crois savoir, Monsieur Hublin, que votre présentation se fera en 2 temps. Tout d'abord, une présentation, un sujet sur l'origine d'Homo sapiens, et puis plus précisément ensuite sur la zone du Maghreb. Donc, d'ici une quinzaine, vingtaine de minutes, on pourra prendre vos premières questions. Donc, n'hésitez pas au fil de ce moment, on les prendra à la suite. Je pense qu'on s'arrête là pour cette présentation et on vous donne tout de suite la parole, Monsieur Hublin. C'est à vous. Merci beaucoup. Merci. Alors d'abord, je suis très heureux d'être invité par le Muséum de Toulouse à donner cette conférence. Évidemment, je préférerais être dans cette belle ville de Toulouse et pas juste sur un écran à distance. Je suis aussi très honoré d'avoir été choisi comme invité d'honneur en marge de ce colloque qui est donné en mémoire, en hommage à Émilie Canmas, une collègue prématurément disparue, mais dont les travaux persistent. Vous savez, les scientifiques, d'une certaine façon, vivent à travers leurs travaux, leurs publications. Et voilà, même si elle n'est pas là, elle laisse derrière elle une contribution qui est très importante. Donc, je vais vous parler d'Homo sapiens. Alors, vous verrez qu'il y a tout un problème de terminologie. Certains parlent d'hommes modernes, c'est-à-dire d'hommes comme vous et moi. Je préfère parler d'Homo sapiens. Je vous dirai pourquoi dans quelques instants. Bon, je pense que les uns et les autres, vous savez ce que c'est qu'un Homo sapiens. Et des Homo sapiens, il y en a partout autour de nous. Et surtout, ce qui est très important à souligner, c'est que aujourd'hui, sur Terre, il y a une seule espèce humaine. Et cette situation qui nous paraît normale, eh bien, en fait, c'est une situation un peu exceptionnelle à l'échelle des temps géologiques. Cette espèce, elle a peuplé entièrement la planète. Quand je dis entièrement, je veux dire qu'elle a été capable de s'adapter aux environnements les plus hostiles, comme on le voit ici avec ces Inuits. Surtout dans les 10 derniers milliers d'années, elle a connu une expansion absolument extraordinaire. La masse, si on pesait tous les êtres humains vivant sur Terre, ça représente à peu près 10 fois la masse des mammifères sauvages. Hein, les éléphants, les ours, les lions, les souris, tout ça, 10 fois. Et si on ajoute les animaux domestiques des hommes, on est à 25 fois la masse des
mammifères sauvages. Donc on peut le regretter, mais il y a peu d'exemples d'un tel succès reproductif d'une espèce de vertébré dans le passé. Alors ce succès, il est lié effectivement à la capacité des hommes à s'adapter. Alors c'est une adaptation qui est surtout aujourd'hui technique. Les hommes fabriquent autour d'eux leur propre environnement, des habitats, des vêtements, toute une technologie. Mais surtout, et je pense qu'on a un peu tendance souvent à l'oublier, ce succès, il est lié aussi à la capacité des hommes à créer des liens, à créer des réseaux, et pas seulement des réseaux qui sont des réseaux familiales, là, comme ce petit groupe d'Inuits que vous voyez sur cette photo, mais des réseaux qui s'étendent très loin géographiquement et qui aujourd'hui couvrent toute la planète. Alors, je ne sais pas comment vous imaginez l'évolution humaine, mais longtemps, on se l'a imaginé comme ça. C'est-à-dire une sorte de marche triomphale allant d'êtres très primitifs qui ressemblent un peu à des chimpanzés bipèdes et puis avançant au cours du temps vers un homme de plus en plus grand, de plus en plus redressé, de plus en plus beau. Et voilà, à la fin, vous avez à la droite ce que l'on a appelé l'homme moderne et que je préfère appeler Homo sapiens, qui est un très beau spécimen comme vous voyez. Alors en réalité, depuis plusieurs décennies, on s'est rendu compte que ce scénario était totalement faux. C'est-à-dire que si on regarde un arbre phylogénétique, c'est-à-dire en gros l'arbre qui montre la diversité des espèces pour les hommes, on voit qu'au cours du dernier demi-million d'années, qui est représenté dans cette tranche de temps ici, vous voyez qu'il a existé sur Terre au moins 5 ou 6 espèces différentes d'hommes. Hein, ce qui est évidemment quelque chose pour nous très difficile à imaginer parce que, encore une fois, pour nous, il y a des hommes partout et ces hommes sont les mêmes partout. Il y a des petites différences, je dirais, cosmétiques d'un continent à l'autre, mais les hommes représentent une espèce qui est extrêmement homogène. Et cette diversité absolument extraordinaire, elle se développe pendant une période où, vous le voyez, le climat, c'est ce que cette courbe représente ici sur la droite, le climat oscille constamment avec des périodes plus froides, plus chaudes dans les moyennes latitudes et puis en Afrique des périodes plus humides ou plus arides. Alors ces différentes lignes humaines qui sont représentées sur ce schéma, ce ne sont pas juste des groupes qui diffèrent un tout petit peu les uns des autres, ils se différencient de façon très très nette. Sur le plan, je dirais, de l'aspect, vous voyez à droite ici 2 crânes qui représentent 2 espèces de grands singes, le chimpanzé et le bonobo. Je ne sais pas combien d'entre vous sont capables de faire la différence entre ces 2 crânes, mais ils se ressemblent énormément. Or, ces 2 espèces de chimpanzés ont divergé il y a peut-être 2 millions d'années. Et vous voyez à gauche un crâne d'Homo sapiens, un crâne d'homme de Néandertal. Et mon expérience, c'est que même des enfants d'école primaire et de petites classes d'école primaire voit immédiatement les différences, en particulier dans la morphologie faciale, entre ces 2 lignées, qui, elles, n'ont divergé que depuis à peu près 600 000 ans. Alors, parfois on hésite à parler d'espèces pour ces groupes, mais on a vraiment des différences très très importantes. Parmi ces 5 ou 6 espèces différentes dont je parlais, en voilà une qui est particulièrement spectaculaire. Il s'agit de l'Homo floresiensis. C'est une petite créature, vous voyez, qui fait à peine un peu plus d'1 mètre, comparée ici à une femme moderne. Cette créature avait un cerveau qui était à peine le tiers du cerveau d'un homme d'aujourd'hui. Et des créatures comme ça, il en a vécu dans cette île indonésienne de Flores il y a encore seulement 50 000 ans, c'est-à-dire hier à l'échelle des temps géologiques. Un autre exemple tout à fait frappant de cette diversification, une espèce à petit cerveau, une autre espèce à petit cerveau, Homo naledi, qui a été découvert dans 2 grottes sud-africaines
Et pour l'instant, uniquement dans ces deux grottes, on connaît des milliers d'ossements de cette créature. Elle est aussi très très bizarre. Petit cerveau, une denture tout à fait particulière, quelque chose qui est assez éloigné de l'image qu'on se fait d'un homme. Alors, si on met de côté ces espèces un peu bizarres qui ont vécu, alors l'une il y a encore 50 000 ans, l'autre il y a encore 300 000 ans, les autres sont des espèces qui sont des espèces à grand cerveau. Ce que vous avez là dans ce graphique, c'est l'augmentation de ce que les anthropologues appellent le coefficient d'encéphalisation, c'est-à-dire en gros une mesure de la taille du cerveau en proportion de la taille corporelle, parce qu'il faut prendre ça en compte. Et vous voyez que depuis 600 000 ans, on a un décollage extraordinaire de la taille du cerveau. Alors, pas seulement chez Homo sapiens, mais dans d'autres groupes, comme ici l'homme de Néandertal. Et c'est aussi probablement le cas dans un autre groupe fossile qu'on connaît en Asie, qu'on appelle les Denisoviens, qui sont un peu le groupe frère des hommes de Néandertal. Donc l'histoire de ces formes à grand cerveau au cours du dernier demi-million d'années, c'est surtout l'histoire d'une ségrégation géographique. On a un monde de l'ouest de l'Eurasie dans lequel on a les Néandertaliens qui émergent pendant cette période, leur groupe frère asiatique plus ou moins séparés par l'éloignement, la distance, donc, très proche, mais quand même morphologiquement différent, évolue de son côté. Et puis on a un monde qui est un monde africain. Alors là, vous voyez, j'ai fait dépasser un peu les hachures sur l'Arabie, vous allez voir pourquoi dans un petit moment, mais ce monde africain, c'est le monde dans lequel est apparue notre espèce. Et alors, on sait que, c'est la paléogénétique qui nous le dit, l'étude de l'ADN fossile, la divergence entre ce monde africain et ce monde eurasiatique remonte aux alentours de 600 000 ans. Donc, on a une évolution séparée de ces deux grands ensembles depuis au moins 600 000 ans. Et à la fin de cette période, après des sorties sporadiques au Proche-Orient, il va y avoir une sortie d'Afrique de ces Homo sapiens, et ces Homo sapiens vont remplacer, en partie absorber des formes comme les Néandertaliens ou les Denisoviens, et puis surtout, ils vont aller habiter dans des régions où il n'y avait jamais eu d'hommes jusqu'à présent, l'Australie d'abord, et puis en montant dans les hautes latitudes, ils vont passer en Alaska et peupler les Amériques que vous ne voyez pas sur cette carte. Alors je vous l'ai dit, cette histoire, elle se déroule alors que le climat est relativement instable. Cette courbe ici, en haut de la diapositive, vous montre l'évolution du climat depuis environ 7 millions d'années. Donc 7 millions d'années, c'est à droite et le présent est à gauche. Ce que l'on voit sur cette courbe, c'est que globalement, au cours de ces 7 millions d'années, le climat de la Terre s'est refroidi et surtout qu'il montre une instabilité de plus en plus grande, surtout au cours justement de ce dernier demi-million d'années. Alors en Europe, ça se manifeste par le développement périodique de glaciation, avec des calottes glaciaires qui couvrent une grande partie de l'Europe. En Afrique, ce refroidissement général se traduit surtout par une montée de l'aridité, avec quand même des retours en arrière à cause de ces pulsations climatiques, donc des retours à des conditions humides de temps en temps sur l'ensemble de l'Afrique. Un point qui est aussi important à propos de cette évolution, je vous l'ai dit, quand Homo sapiens se répand un petit peu sur toute la planète, il remplace les hommes de Néandertal, il remplace les Denisoviens, mais il va plusieurs fois s'hybrider avec certaines de ces groupes. Et vous voyez toutes ces lignes rouges en pointillés ou en ligne continue, ce sont des situations dans lesquelles on a de l'ADN qui passe d'un groupe dans un autre.
Pourquoi? Eh bien parce que ces espèces, elles sont, j'allais dire, en voie de formation et elles sont encore au moins en partie interfécondes. Et donc, on a cette capacité d'interfécondité. Et aujourd'hui, eh bien, par exemple, tous les gens qui habitent en Eurasie possèdent en moyenne environ 2% d'ADN néandertalien et ceux qui vivent en Asie, un tout petit peu d'ADN dénisovien. Alors, on peut discuter sur j'allais dire, l'importance de cet ADN dans notre aspect, dans notre biologie. C'est un autre sujet, mais c'est quelque chose qui a son importance. Alors pourquoi on a localisé l'origine de l'Homo sapiens en Afrique? Bien d'abord parce qu'on a trouvé des fossiles qui ressemblent beaucoup à des hommes récents, des hommes d'aujourd'hui. Alors quand je dis beaucoup, il faut bien comprendre que ça ne veut pas dire qu'ils sont identiques aux hommes qui vivent aujourd'hui. Vous voyez par exemple ce crâne découvert en Tanzanie, qui est le crâne de Laetoli, qui a environ 120 000 ans, eh bien, il a un front qui est beaucoup plus fuyant que celui de votre voisin, en tout cas, je l'espère pour vous. Et quand même, on a une morphologie faciale, une morphologie de l'endocrine qui rappelle beaucoup les hommes d'aujourd'hui. Alors ces fossiles africains, on les a trouvés beaucoup en Afrique de l'Est et en Afrique du Sud, pas tellement ailleurs. Il faut bien se rendre compte que c'est aussi parce que c'est là qu'on a trouvé beaucoup de fossiles. Ils datent entre 200 000 et 100 000 pour l'essentiel, et surtout en Afrique du Sud, aussi en Afrique de l'Est, on a trouvé aussi avec eux tout un ensemble archéologique dans lequel, depuis longtemps, on a discerné une évolution qu'on a eu tendance à baptiser peut-être un peu facilement d'émergence de la modernité culturelle. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de modernité culturelle? Bien, c'est le fait que à côté d'outils de pierre taillés plus ou moins sophistiqués, on trouve aussi des choses qui vont être, j'allais dire, caractéristiques de ces Homo sapiens qui se répandent partout sur la planète après 50 ou 60 000 ans, notamment des outillages en os, et puis surtout, ce qui est plus important, des objets qui sont non utilitaires. Des gravures géométriques sur des blocs de pigments ou des objets de parure comme ces coquillages qu'on a découverts en Afrique du Sud. Alors, on ne peut pas dire que ces objets sont totalement absents du monde néandertalien ou du monde... enfin, pour les Denisoviens, on n'a pas vraiment d'exemple. Mais ce qui est certain, c'est que leur fréquence, leur abondance, leur ancienneté est bien plus grande en Afrique que n'importe où ailleurs dans le monde. Toute une série d'autres arguments qui renforcent cette idée d'une origine africaine de notre espèce sont des arguments qui viennent de la génétique. Ce que vous voyez ici, cette figure qui a l'air peut-être un peu compliquée, c'est un arbre qui montre les relations entre des lignées génétiques actuelles. Et ces lignées génétiques, on peut les relier entre elles lorsqu'elles sont très proches, c'est-à-dire quand il y a beaucoup d'ADN partagé entre des populations. Et en l'occurrence ici, il s'agit d'un ADN qu'on appelle l'ADN mitochondrial, sans rentrer dans les détails. C'est une petite partie de notre génome qui est transmis uniquement par les mères à leurs enfants. Donc, ce sont des lignées maternelles. Ce qui est surligné en vert ici, ce sont des lignées qui sont exclusivement africaines. Et ce que l'on voit tout de suite, c'est que les lignées les plus anciennes, les plus diversifiées, sont en Afrique. Et que toutes les lignées d'ADN mitochondrial que l'on trouve hors d'Afrique, eh bien, dérivent en fait d'une de ces lignée africaine qui est la lignée L3 qui s'est répandue hors d'Afrique. Donc on peut se représenter du point de vue génétique l'humanité comme un arbre qui pousse dans un jardin africain et dont une branche
serait passé au-dessus du mur du voisin et qui aurait donné toute une série de petites ramilles et de feuilles de l'autre côté du mur. Alors, on a cette figure-là pour l'ADN mitochondrial. Si on prenait de l'ADN typiquement masculin, par exemple le chromosome Y, eh bien on aurait exactement le même genre de figure. Et ce genre d'études a été multiplié au cours des dernières décennies. Un autre aspect génétique qui est important à prendre en considération, c'est cette notion de diversité génétique. La diversité génétique dans les populations humaines actuelles, eh bien, elle diminue lorsque l'on s'éloigne de l'Afrique. C'est-à-dire que plus les populations sont proches de l'Est de l'Afrique, plus leur diversité génétique est grande, et plus on s'éloigne, là il s'agit de populations amérindiennes, et plus elles diminuent. Et ça, c'est typiquement ce que l'on observe si on a des petits groupes humains qui se déplacent d'un point à un autre en colonisant des terres qui sont inoccupées et qui, dans ces territoires, se multiplient. Pourquoi? Eh bien parce que à chaque fois, c'est un échantillon seulement de la population mère qui part plus loin et qui va prospérer, et donc il n'emporte avec lui qu'une partie de la diversité originelle. Alors tout ça a amené dans les années 80-90 à d'abord renforcer cette idée d'une origine africaine de l'homme, mais enfin de l'homo sapiens, de l'homme moderne. Il faut bien comprendre aussi que se mêle à cette idée d'origine africaine l'idée qu'on a, enfin en tout cas à l'origine, hein, les gens ont pensé qu'il y avait une zone bien particulière en Afrique dans laquelle cette origine prenait place. Et c'est singulièrement l'Afrique de l'Est, parfois l'Afrique du Sud, qui a tenu ce rôle. Et puis, à cause de ces fossiles qu'on avait trouvés en Afrique de l'Est, il faut dire qu'on ne connaissait pas grand-chose de plus ancien. On avait l'impression qu'il y avait une émergence comme ça assez brutale de quelque chose qui était comme nous. Alors, je voudrais quand même, avant de continuer, et d'ailleurs de vous passer la parole peut-être pour quelques questions, souligner le fait que y a quelque chose quand même d'un peu créationniste là-dedans. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir le vocabulaire qui a été utilisé. Cette image, c'est une image qui a été la couverture du magazine américain Newsweek en 1988. Et à l'époque, on parlait d'Ève africaine. On parlait de jardin d'Éden. D'ailleurs, on continue à en parler. Et donc, il y a une dimension véritablement, j'allais dire, biblique dans cette histoire-là. C'est-à-dire qu'il faut bien se rendre compte que des résultats scientifiques ont rencontré, si je peux dire, un espèce de fantasme créationniste de l'apparition brutale d'un homme comme nous, qui serait apparu quelque part et qui ensuite n'aurait pas beaucoup évolué et qui aurait colonisé toute la planète. Et c'est en partie autour de cette notion-là qu'on a développé l'utilisation du terme d'homme moderne. Alors vous le verrez, c'est une notion qui est assez critiquable. Pourquoi? Parce que vous verrez que l'évolution en fait ne s'est pas arrêtée il y a 200 000 ans, elle a continué, et le problème de l'origine de l'homme moderne, eh bien, c'est que plus on remonte dans le temps et moins les hommes modernes sont modernes, à la fois sur le plan anatomique et sur le plan du comportement. Voilà, je peux peut-être, avant de continuer plus particulièrement sur le Maghreb, prendre quelques questions. En clair, qui redonne l'essentiel des recherches sur le sujet et qui permettent de positionner vraiment l'origine sapiens de manière large en Afrique et en Afrique de l'Est, l'Est, je ne me trompe pas. Et on n'a pas spécialement de questions, donc on a surtout hâte d'entendre la suite de votre présentation, Monsieur Hublin. Donc, je rappelle quand même aux internautes que je salue, qui sont de l'autre côté, et il y en a, que vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure sur la partie chat de la conférence en ligne. Vous pouvez le faire, et nous prendrons ensuite, au fur et à mesure,
Pas au fur et à mesure, pardon, à la fin de votre présentation, les questions. Vous pouvez donc reprendre, Monsieur Hublin. Alors, voici donc le continent africain. Donc, je vous l'ai dit, la plupart des fossiles que l'on connaissait il n'y a encore pas très longtemps et qui étaient rattachés à cette origine de l'homme actuel, c'est des fossiles qui étaient découverts en Éthiopie, au Kenya, en Tanzanie, dans ce coin-là de l'Afrique, et puis aussi un petit peu en Afrique du Sud. Et alors, les données génétiques, celles que j'ai évoquées tout à l'heure, bien plaidaient aussi et plaident toujours, si je peux dire, en faveur d'une origine subsaharienne. Alors, je vous montre cette photo simplement pour vous donner, pour vous rappeler que, en fait, l'Afrique, c'est une Afrique aujourd'hui qui est essentiellement subsaharienne. Pourquoi? Eh bien, parce que le Sahara, c'est vide. Et donc, quand on étudie le génome des hommes actuels, eh bien, on ne risque pas d'étudier le génome des gens qui vivent là, parce qu'il n'y en a guère. Et donc, on étudie surtout le génome des populations subsahariennes. Et dans le cas du Maghreb, donc, qui est cette zone de l'ouest de l'Afrique du Nord, eh bien, on a affaire là à une région qui, en fait, a été repeuplée au cours des derniers, disons, 25 000 ans, depuis la dernière grande glaciation qui a affecté les moyennes latitudes, repeuplée à partir du Proche-Orient, peut-être d'une partie de l'Afrique de l'Est. Et depuis à peu près 25 000 ans, le Maghreb, c'est quelque chose qui appartient non plus tellement à l'Afrique, mais qui en fait appartient au monde méditerranéen. Et donc, je dirais, le problème des données génétiques, c'est que les généticiens oublient que ce Sahara, eh bien, il n'a pas toujours été un désert, il a été peuplé dans le passé, parfois de façon assez dense, et les populations qui sont des populations subsahariennes aujourd'hui, eh bien, leurs ancêtres, dans le fond, on ne sait pas très bien où ils vivaient, et dans certains cas, en tout cas pour le Sahel, pour une partie de l'Afrique centrale, il est très probable qu'on a des origines beaucoup plus au nord pour ces populations. Alors, je vais vous emmener dans un coin du Maghreb où nous avons travaillé ces dernières années. Je suis sur une petite montagne, une petite colline qui s'appelle Djebel Irhoud. Et ce que vous voyez à l'horizon, c'est l'Atlas enneigé. Vous voyez, c'est le printemps, il y a de la verdure, ça va se gâter assez vite hein, avec les mois les plus chauds qui vont donner à ce paysage une allure beaucoup plus aride. Nous sommes entre Marrakech et Safi, à peu près aux 2/3 de la distance entre Marrakech et Safi. Et dans cette petite montagne, il y a des grottes qui ont été explorées depuis assez longtemps, non pas par les archéologues, mais par des mineurs qui exploitaient de la barytine, qui est un minéral qu'on utilise notamment pour fabriquer des peintures, mais pour beaucoup d'autres choses encore. Et donc, ces mines qui exploitaient cette petite montagne, de temps en temps, recoupaient des cavités qui étaient remplies de sédiments venant de l'extérieur. Et dans ce sédiment, il y avait des fossiles, parfois des outillages. Au début des années 1960, en 1961, une de ces galeries de mines a percé une cavité dont tous les sédiments se sont effondrés dans la galerie. Et dans ces sédiments, ont été découverts, en plus d'outils de pierre taillée et de restes de faune, a été trouvé ce crâne très complet, qui est le premier crâne qu'on ait découvert à Djebel Irhoud. Alors les mineurs ont apporté ce crâne au médecin de la mine qui s'appelait le docteur Boudard, et voilà une lettre du docteur Boudard qu'il m'a écrit en 1996. Ça paraît très loin aujourd'hui,
et dans lequel il raconte cette découverte et il raconte comment un professeur qui venait de Rabat est venu lui... Alors il dit de Bordeaux, mais en fait, le professeur en question était plutôt basé à Rabat, c'était le professeur Enouchi, est venu prendre ce crâne pour l'étudier, pour le publier. Et donc à l'époque, ce crâne, qui était quand même, vous voyez, assez particulier, avec ces bourrelets susorbitaires très, très importants, un crâne de grande taille, a été un peu rapidement étiqueté Néandertal. Hein. Néandertal d'Afrique, je dois dire qu'à l'époque, ce que l'on pensait être les Néandertaliens était un peu plus flou que ce que l'on sait aujourd'hui. Et il faut aussi comprendre que l'âge de ce crâne était au départ complètement inconnu. Alors il y a eu des tentatives de datation. Ces datations ont donné des âges. Alors on a essayé le carbone 14, mais bon, ça marchait pas. Donc on s'est dit, bon, ça doit avoir plus de 40 000 ans. Alors plus de 40 000 ans, c'est devenu environ 40 000 ans dans un certain nombre de publications. Puis ensuite, on a essayé d'autres méthodes, mais dans le fond, on n'a jamais vraiment eu le bon matériel, je dirais, pour dater le site de Djebel Irhoud. Et donc, ce crâne, dans le fond, on a longtemps pensé qu'il avait un âge peut-être autour de 80 000 ans, 100 000 ans, peut-être un petit peu plus. J'ai même moi-même participé à une publication où on lui a attribué 160 000 ans, sans en être bien sûr. Et je vous rappelle que dans ces périodes-là, 100 000 ans, 150 000 ans, on a déjà en Afrique de l'Est des hommes qui ressemblent beaucoup aux hommes actuels et donc qui sont beaucoup plus évolués, si vous voulez, que ce crâne de Djebel Irhoud. Et donc on a eu tendance à penser que ce coin d'Afrique, c'était une espèce de cul-de-sac dans lequel des formes archaïques avaient persisté, alors que dans le jardin d'Éden, à l'est, là-bas, avec la jolie Ève que vous avez vue tout à l'heure, eh ben, nos ancêtres fabriquaient une descendance moderne. Alors, moi, j'ai été intéressé par ces fossiles d'Irhoud depuis, depuis que je suis étudiant. J'ai la première publication scientifique, j'allais dire sérieuse, que j'ai produite, enfin une des premières, était déjà sur une petite mandibule d'enfant trouvée dans ce site de Djebel Irhoud par des fouilles qui avaient eu lieu après celle d'Enouchi. Enfin non, excusez-moi, c'était une petite mandibule qui avait été trouvée au cours des fouilles d'Émile Enouchi, qui avait trouvé quelques autres fossiles. Et puis il y avait eu des fouilles par d'autres archéologues, en particulier Jacques Tixier. Et donc, moi j'ai toujours eu un doute sur l'âge de ce site, en me disant, dans le fond, si le site de Djebel Irhoud était beaucoup plus ancien que ce qu'on croit, ça donnerait... ça produirait une interprétation beaucoup plus logique, dans le fond, de ces caractères archaïques de ces fossiles. Et donc, depuis 2004, c'est-à-dire en gros depuis le moment où j'ai été recruté par la société Max Planck, qui m'a généreusement donné les moyens de faire ce que je ne pouvais guère faire auparavant, et bien donc depuis 2004, nous avons repris à Djebel Irhoud des travaux, et vous avez là une photographie de mon collègue Abdelwahed Benser, qui est aujourd'hui directeur de l'INSAP à Rabat et qui est le co-directeur de la fouille de Djebel Irhoud. Donc un projet en collaboration avec l'INSAP, et Shannon McFerron, mon collègue qui est à Leipzig aussi et qui a joué un rôle essentiel dans les travaux de terrain dans le site. Alors oui, c'est un site quand même très, comment dire, spectaculaire, hein. C'est-à-dire quand on est là-haut, au sommet de cette montagne, que le ciel est dégagé, que le vent souffle, qu'on voit l'Atlas au loin, voilà, on pense à des choses essentielles. Ce que vous voyez sur cette photo, en fait, il faut bien s'imaginer, c'est une grotte assez énorme
dont le toit a disparu, qui s'est en partie effondré, qui a été aussi en partie détruit par la mine. Et donc, quand nous avons repris les travaux, nous avons nettoyé tout ce site et, heureusement pour nous, nous sommes rendus compte qu'il restait encore, ce que vous voyez ici, toute une partie des sédiments qui n'avaient pas été détruits par la mine, par les fouilles un peu brutales du professeur Enouchi ou par les fouilleurs clandestins qui étaient passés dans le site après lui. Alors voilà une coupe de ces niveaux archéologiques que nous avons pu fouiller pendant quelques années à Djebel Irhoud. Donc on a à peu près 3 mètres de dépôt archéologique, assez riche surtout à la base du gisement. Ces points noirs que vous voyez sont des outils de silex qui ont été trouvés dans une certaine tranche de mètres carrés. Ces points jaunes que vous voyez ici sont des silex brûlés. Alors pourquoi je mentionne cela? Parce que ces silex brûlés ont joué un grand rôle pour dater le site. Pour dire les choses simplement, lorsque l'on chauffe des silex au-dessus de 400 degrés, eh bien, ils libèrent sous forme de luminescence, sous forme de lumière très faible, une énergie qui s'accumule au cours du temps. Et donc on peut mesurer cette lumière et c'est une méthode assez sophistiquée mais en même temps assez précise, avoir une idée du temps qui s'est écoulé depuis la dernière fois qu'ils ont été chauffés à 400 degrés. Donc c'est une sorte de flash électronique qui est remis à zéro à chaque fois qu'on le déclenche. Alors vous voyez aussi des points rouges sur cette coupe à la base du gisement. Et ces points rouges, ce sont des restes humains. On a eu la chance, alors évidemment on l'espérait quand même un petit peu, on a eu la chance de trouver des restes humains nouveaux à Djebel Irhoud. 22 spécimens, c'est-à-dire qu'on a triplé le nombre de fossiles qui étaient connus jusqu'alors dans ce gisement, qui représentent au moins 5 individus, 3 adultes, un adolescent et puis un enfant. Alors, à Djebel Irhoud, on a quand même des fossiles très très bien conservés, très complets. Pour cette période, pour cet âge-là, c'est le gisement africain pour lequel on a la documentation fossile la plus spectaculaire, des crânes avec la face relativement bien conservée, la plus belle mandibule d'homme fossile de cette période-là que l'on connaisse en Afrique, et puis de nombreux restes post-crâniens, hein, c'est-à-dire du squelette, en dehors du crâne et de la mandibule. La publication, donc en 2017, nous a valu la couverture de la revue Nature. Pas tellement à cause, évidemment un peu, mais pas tellement à cause uniquement du côté spectaculaire des fossiles découverts, mais surtout à cause de l'âge. Parce que grâce à cette méthode que j'évoquais tout à l'heure et qui a été confirmée d'ailleurs par une autre méthode ensuite, eh bien on s'est rendu compte que ces fossiles de Djebel Irhoud étaient beaucoup plus anciens que ce que l'on croyait, un âge autour de 300 000 ans. Et donc du coup, le fait qu'ils soient différents, moins modernes si vous voulez, que ceux découverts en Afrique de l'Est, prenait tout son sens. C'était simplement des formes d'Homo sapiens plus anciennes. Alors pourquoi est-ce qu'on rattache ces fossiles de Djebel Irhoud aux Homo sapiens? Bien, à cause d'un certain nombre de caractères anatomiques. Je ne vais pas les détailler, il y a des caractères dentaires, des caractères de la mandibule qui évoquent notre espèce, qui évoquent les hommes d'aujourd'hui. Et puis ensuite, il y a une combinaison de caractères évolués et de caractères primitifs qui s'expliquent par l'âge très ancien de ce fossile. Alors, d'abord, un coup d'œil à la face de ces hommes de Djebel Irhoud. Ça, c'est une reconstitution qui a été faite par deux artistes néerlandais, les frères Kennis, de ces hommes de Djebel Irhoud. Ce qui est très intéressant à propos de la face de ces hommes, c'est que si on utilise des méthodes
mathématiques pour évaluer la distance la différence morphologique entre différents groupes d'hommes fossiles. On a des méthodes statistiques pour faire cela. Eh bien, vous voyez qu'on peut, dans un plan, représenter par des points ou des polygones la distribution de différents groupes d'hommes fossiles. Ce que vous avez ici en jaune et en rouge, ce sont des hommes de Néandertal en rouge, et puis des formes fossiles à grand cerveau encore plus anciennes qu'on trouve en Eurasie et en Afrique. Ce que vous avez ici en bleu, ce grand polygone bleu, ce sont des hommes actuels, des centaines d'hommes actuels. Et puis, ces gros points bleus que vous voyez là sont ces Homo sapiens qui sont sortis d'Afrique et qui sont venus remplacer les Néandertaliens en Europe ou les Dénisoviens en Asie. Et vous voyez que tous ces gros points bleus se trouvent dans ou très proches du grand polygone des faces actuelles. Ce qui est absolument remarquable, c'est que les hommes de Djebel Irhoud, qui sont représentés par ces étoiles roses, cette ellipse rose, donc sont différents individus ou différentes reconstitutions du même individu. Vous voyez que ces hommes de Djebel Irhoud tombent en plein dans cette variation des hommes actuels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pourriez trouver aujourd'hui sur Terre un homme qui a exactement cette face qui était celle d'un homme qui a vécu dans ce site il y a 300 000 ans. Alors quand on regarde d'autres parties de l'anatomie, c'est un petit peu différent, en particulier pour le cerveau qui est contenu dans cette boîte crânienne. On a un cerveau, on a une boîte crânienne qui est encore primitive et assez différente de ce qu'on trouve chez les hommes actuels. Alors toujours pareil, voilà un polygone bleu pour des boîtes crâniennes d'hommes actuels. Voilà nos hommes de Néandertal. Voilà l'ancêtre des hommes de Néandertal et des Homo sapiens. Et vous voyez que nos hommes de Djebel Irhoud sont en dehors de ce polygone, comme d'ailleurs un certain nombre de fossiles qu'on rattache à l'Homo sapiens, dont ces fossiles est-africains, comme par exemple Homo II en Éthiopie ou l'Aitolie que je vous ai montré tout à l'heure. Vous voyez qu'on a une espèce d'évolution divergente dans notre espèce qui va en direction de ce qu'on trouve chez les hommes actuels et qui est assez différente de ce que l'on trouve chez les hommes de Néandertal, par exemple. Alors, on a depuis fait de nombreuses études sur cette histoire de l'évolution du cerveau chez les hommes fossiles. Je ne veux pas rentrer dans des détails trop compliqués, mais voyez ici à nouveau des Homo erectus, c'est-à-dire des formes très anciennes d'hommes, des hommes de Néandertal. Ce que vous avez le long de cet axe, c'est une augmentation de taille, en fait. Donc, on a des cerveaux qui, dans le fond, ne changent pas énormément de forme. Ils vont un peu toujours dans la même direction, en augmentant de taille. Et ces polygones mauves, ici, ce sont des Homo sapiens. Et vous voyez que quand on arrive en taille, à peu près à la taille des Homo sapiens actuels, ce grand polygone mauve, eh bien, à partir de Djebel Irhoud et de formes est-africaines anciennes, eh bien, on a une orientation complètement différente en termes de forme de l'encéphale. Donc, il y a une réorganisation de l'encéphale. Donc là, on a un changement de taille et ici, on a un changement de forme. Et ce changement de forme, ça affecte surtout certaines régions du cerveau, et en particulier une région qui se situe à l'arrière du crâne, que l'on appelle le cervelet, qui est une partie de notre encéphale qui contient énormément de neurones, qu'on a longtemps un petit peu, j'allais dire, négligé, parce qu'on croyait que c'était quelque chose qui servait surtout à la coordination motrice et aux apprentissages de la coordination motrice. Mais on sait maintenant, et il y a beaucoup de travaux en ce moment sur le cervelet, que le cervelet est connecté pratiquement à toutes les régions du cortex cérébral, du reste du cerveau. Il est
impliqué dans les réseaux les systèmes de récompense du cerveau, ce qui vous fait ressentir, vous fait sentir bien. Il est impliqué dans la production du langage et il y a de nombreux travaux qui suggèrent que ce cervelet, il joue un rôle particulier dans les interactions sociales, même des souris, mais encore plus des hommes. Et donc, il n'est pas indifférent de souligner que c'est dans notre espèce Homo sapiens en particulier qu'on a cette augmentation très spectaculaire de cette partie de notre encéphale. Alors, on a des données génétiques qui aussi suggèrent qu'il se passe quelque chose de spécial dans le cerveau des Homo sapiens. Vous avez parlé de cette partie du génome néandertalien qui est conservée dans notre génome actuel, en tout cas en dehors d'Afrique. Alors, il faut bien comprendre que quand je vous dis que vous et moi, nous avons à peu près 2% d'ADN néandertalien, ça veut dire que nous n'avons pas les mêmes 2%. Hein. Et donc, si on met les 2%, mes 2%, vos 2%, tous les 2% d'ADN néandertalien de tous les hommes actuels, eh bien, malheureusement, si je peux dire, on n'a pas 100% de l'ADN néandertalien. On a seulement 40%. Et pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a eu une sélection très forte contre cette entrée de l'ADN néandertalien dans notre ADN. En gros, dans la loterie génétique, les hybrides qui ont tiré le mauvais numéro, c'est-à-dire qu'il y avait certaines parties du génome néandertalien qui n'étaient pas très, je dirais, favorables, eh bien, ceux-là n'ont pas eu de descendance ou très peu. Et donc, quand on regarde dans les organes actuels de l'homme, on peut regarder où est-ce qu'on trouve l'expression du génome néandertalien. Et ce que l'on voit, c'est que les parties du corps où cet ADN néandertalien est très peu exprimé, eh bien, c'est le cerveau et les organes sexuels masculins. Alors, les organes sexuels masculins, pourquoi? Parce qu'il y a probablement quelque chose qui se joue autour de la fécondité, ou plutôt de la stérilité des hybrides mâles. Et le cerveau, eh bien, c'est parce que, dans le fond, dans bien des situations, il n'est pas très bon, ou il n'a pas été très bon dans le passé d'avoir à côté de l'ADN moderne, de l'ADN néandertalien qui s'exprimait dans le cerveau. Et vous voyez d'ailleurs que dans le cerveau, c'est particulièrement le cervelet qui est concerné. C'est-à-dire cette couleur bleue représente la région où il y a encore moins d'expression de gènes néandertaliens. Donc ça souligne le fait que ce cervelet, c'est quelque chose de vraiment très important pour j'allais dire, les capacités cognitives et probablement aussi les capacités sociales des Homo sapiens. Alors ces hommes de Djebel Irhoud, on les a trouvés avec des outils de pierre taillée, je vous l'ai dit. Ce qui est remarquable, c'est qu'on les trouve avec un type d'outillage qu'on appelle en Afrique le Middle Stone Age, l'âge moyen de la pierre taillée, si vous voulez. C'est quelque chose qu'on a longtemps considéré comme un peu équivalent du paléolithique moyen en Europe. Je ne vais pas rentrer dans tout ce détail, mais disons que ce sont des outillages qui sont faits essentiellement sur éclat produit avec un certain type de débitage qu'on appelle le débitage levallois, et ce sont des outillages où il y a beaucoup de pointes. Et c'est un type d'outillage qui marque un changement assez net par rapport à ce qui existait auparavant. Auparavant, on avait un autre type d'outillage qu'on appelle l'acheléen. On pense que le développement du Middle Stone Age est peut-être lié au développement de l'emmanchement des outils. Et donc, voilà, on a besoin de plus d'éclat, de plus de pointes, de petites choses retouchées, plutôt que des gros outils comme les bifaces acheléens. Alors, ce Middle Stone Age, le plus ancien qu'on connaisse aujourd'hui, il est à Djebel Irhoud. Mais on en a ailleurs en Afrique de l'Est, en Afrique du Sud. Alors, pourquoi en Afrique de l'Est, en Afrique du Sud? C'est toujours pareil, c'est parce qu'il y a des gisements, il y a des archéologues, il y a des endroits
endroits où on travaille plus facilement que dans d'autres zones d'Afrique où il y a moins de sites et où parfois il est bien dangereux d'aller travailler. Et donc, l'impression que cela donne, c'est que en fait, ce Middle Stone Age qu'on trouve à Djebel Irhoud, eh bien, on le trouve pratiquement un peu partout en Afrique à la même époque, il y a environ 300 000 ans, et donc ça nous donne l'image non pas vraiment d'un point d'origine précis, mais une espèce d'émergence à l'échelle Alors, il y a probablement un point d'origine, mais pour l'instant, on ne peut pas l'identifier, de ce Middle Stone Age qui pourrait être un marqueur du développement de notre espèce en Afrique. Et de fait, on a très peu de fossiles, mais on a quelques fossiles en Afrique du Sud, avec Florisbad, et en Afrique de l'Est avec ce crâne qui vient du Kenya, d'Elie Spring, qui ont des âges. Alors le problème de ces fossiles, c'est qu'ils sont beaucoup moins bien datés que ceux de Djebel Irhoud, mais ils sont un peu plus récents et pourraient représenter quelque chose comme cette nappe d'Homo sapiens très archaïque, très ancien, qui couvre le continent africain. Et donc, quand nous avons publié en 2017 cet article, c'était même dans le titre de l'article, nous avons défendu l'idée que, non pas que Djebel Irhoud ou le Maroc, c'était le berceau de l'humanité moderne, on a justement voulu rejeter cette notion de jardin d'Éden, mais plutôt qu'on avait une longue émergence, et une émergence progressive, pas une émergence comme ça d'un Adam et Ève qui serait apparu brutalement, quelque chose de long, de progressif, et qui intéresse diverses régions d'Afrique. Depuis sont venues des données génétiques qui ont confirmé cela. Je vous l'ai dit, la divergence entre la lignée eurasiatique, néandertalien, dénisovien et les Homo sapiens, c'est vers 600 000 ans. Mais pour ce qui est de toutes les populations qu'on connaît en Afrique aujourd'hui, eh bien, on a des estimations qui sont autour de 300 000 ans, c'est-à-dire en gros l'âge de Djebel Irhoud. Donc il semble bien quand même qu'il se passe quelque chose à ce moment-là. Et on a toute cette diversification de populations qui vont tout aboutir à ce que l'on appelle aujourd'hui des hommes modernes, mais qui en fait représentent une seule et même espèce. Donc il faut bien imaginer que toutes ces branches, eh bien, elles ont dû entretenir pendant toute cette période de temps des échanges qui peuvent être des échanges de gènes, mais aussi des échanges d'innovation technique. Alors comment est-ce que tout ça a pu fonctionner? On pense que le climat, l'environnement a joué un rôle très important. Vous vous souvenez de cette courbe avec toutes ces oscillations très importantes? Eh bien, en Afrique, on a, je vous l'ai dit, une montée de l'aridité au cours du dernier demi-million d'années, mais cette montée de l'aridité, ça n'est pas une montée régulière, c'est une montée avec des sauts. Alors des sauts parfois encore plus arides que l'actuel, pendant des périodes qui sont des périodes de glaciation en Europe notamment, on a une extension très forte du Sahara, du Kalahari, une réduction très importante des forêts équatoriales qui en gros sont remplacées par des prairies. Et puis à l'inverse, on a des périodes qui ne sont pas des périodes très longues, hein, des périodes qui durent pendant un certain nombre de millénaires, quelques millénaires, mais enfin on n'est pas dans des dizaines et des dizaines de milliers d'années. On a des périodes pendant lesquelles la mousson qui normalement, la mousson du golfe de Guinée qui normalement arrose l'été uniquement le Sahel et surtout le sud de Sahel, ben des moments où cette mousson est remontée beaucoup plus au nord jusqu'à la limite du Maghreb. Alors il y a de nombreuses discussions hein, pour savoir comment exactement tout cela fonctionne, mais ce que l'on sait, c'est que
plusieurs fois au cours de ce dernier demi-million d'années, on a eu ces épisodes de Sahara vert. Alors quand je dis des épisodes de Sahara vert, voilà une carte du Sahara qui vous montre des rivières, des lacs, et alors pas des petits lacs, hein, des lacs dont certains font la superficie de l'Allemagne. Hein. Tous ces points bleus que vous voyez sont des points où les géologues ont trouvé des roches qui sont des roches déposées dans des formations lacustres. Hein. Donc tout ça, c'est autant de petits lacs disséminés dans ce qui est aujourd'hui le Sahara. Et il faut bien imaginer que cette zone immense était couverte par un paysage qui ressemble beaucoup au paysage de l'Afrique de l'Est actuelle, avec des zèbres, des girafes et des gens pour les chasser. Et donc, une extension très importante de ces hommes qui ont fabriqué le Middle Stone Age à plusieurs reprises dans le Sahara. Et ce phénomène n'affecte pas seulement le Sahara, mais il affecte aussi des régions désertiques adjacentes comme la péninsule arabique. Et quand on a en Afrique un épisode de Sahara vert, on a aussi un épisode d'Arabie verte. Et on pense que le développement de ces zones géographiques qui sont favorables à aux chasseurs-cueilleurs, eh bien, ont joué un rôle essentiel dans la sortie d'Afrique de notre espèce, une sortie qui s'est probablement produite à plusieurs reprises, et probablement dès l'époque de Djebel Irhoud, on a des preuves d'échanges génétiques entre ces populations africaines et les populations néandertaliennes, quelque part entre 450 et 200 000 ans, donc disons autour de 300 000 à l'époque où vivaient les hommes de Djebel Irhoud. Et d'ailleurs, on sait que un peu avant 300 000 ans, on a un de ces épisodes de Sahara vert. Alors pour finir, c'est quoi la suite de l'histoire? On a déjà des Homo sapiens qui ont commencé à mettre le pied au Proche-Orient. Dans la suite du Middle Stone Age, ce qu'on voit se produire, et Eleanor Skerry et d'autres orateurs en ont parlé aujourd'hui dans le colloque qui nous a réunis, on a une diversification régionale, c'est-à-dire que ce Middle Stone Age que je vous ai décrit comme un peu générique, quelque chose qui était un peu identique en Afrique du Sud, en Afrique de l'Est, en Afrique du Nord, eh bien là, il va commencer à se diversifier de façon très marquée, et en Afrique du Nord, enfin au Maghreb et au Sahara, on a un particularisme encore plus grand, si je peux dire, avec le développement d'outillage de pierre taillée très particulier, qui s'enracine donc dans ce Middle Stone Age et qu'on appelle latérien, toujours beaucoup de pointes, des pointes foliacées assez jolies, des objets qui sont des objets un peu mystérieux d'ailleurs, qui sont des objets pédonculés. On s'interroge pour savoir s'ils étaient vraiment emmanchés ou pas. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans cet attérien, vous allez voir qu'on trouve d'autres comportements complexes qui sont tout à fait remarquables. Alors cet attérien, il couvre une zone géographique absolument énorme. Il dure très longtemps, commence probablement il y a plus de 120 000 ans. Alors évidemment, il se développe dans le Sahara pendant les épisodes qui sont des épisodes où le Sahara est, si je peux dire, praticable. Et il dure peut-être jusque vers 30 000 ans. Ça vous parle peut-être pas très bien, cette grosse patate rose là sur l'Afrique, mais juste pour vous donner une idée, j'ai superposé la carte des États-Unis d'Amérique. Hein. Donc il faut se rendre compte que on parle d'une zone qui est couverte par. Alors est-ce que c'est j'hésite à dire le mot un peuple. Enfin des gens qui fabriquent ce type d'outillage, ces chasseurs-cueilleurs, qui habitent une zone qui est grande comme les États-Unis d'Amérique aujourd'hui, en tout cas à certaines périodes.
Alors, je vous ai parlé de ces comportements tout à fait complexes et très anciens, fabrication d'outils en os, utilisation de matières colorantes. Alors ça, ce sont des choses qu'on connaît aussi dans le monde des hommes de Néandertal. Par contre, ce que l'on ne connaît pas, en tout cas avec ce degré de développement dans le monde des Néandertals, c'est cette tradition qui se développe de porter des objets de parure qui sont des marqueurs d'identité pour des individus, de leur statut, des marqueurs d'identité pour des groupes. Et on trouve, alors on a trouvé ces coquillages percés d'un genre très particulier qu'on appelle Tricia. On les a trouvés d'abord en Afrique du Sud. Maintenant, on a les plus anciens au Maroc. Dans certains sites, on en connaît plusieurs centaines dans un seul niveau. On les a aussi en Afrique de l'Est et on les a au Proche-Orient chez ces premiers Homo sapiens qu'on trouve en dehors d'Afrique. Et évidemment, on peut discuter de savoir si c'est une apparition, je dirais, indépendante d'un comportement dans différents coins d'Afrique, ou alors si c'est la diffusion à l'échelle, alors c'est une échelle continentale énorme, hein, la diffusion de ce comportement. Ces hommes de l'Atérien, eh bien, on les connaît. On a des fossiles qui ont été trouvés au Maroc. Et lorsque l'on fait leur analyse morphologique, voilà probablement le spécimen le mieux conservé, qui a à peu près 80 000 ans, qui vient de la région de Rabat. Eh bien, toujours pareil, avec les outils statistiques dont je vous parlais tout à l'heure, avec les méthodes de la morphométrie et l'aide des ordinateurs, on peut essayer de les rapprocher d'autres hommes fossiles. Et lorsque l'on fait cela, eh bien, on se rend compte que ceux dont ils se rapprochent le plus, je ne pense pas que vous puissiez voir sur votre écran, mais on lit ici le nom de Kavzé. Kavzé, c'est un site qui se trouve en Israël, qui a environ 100 000 ans, et dans lequel on a trouvé des Homo sapiens très anciens en dehors d'Afrique. Et donc, vous voyez qu'on a une connexion entre ces hommes qui vivent dans le Sahara, qui vivent au Maghreb, et puis des formes qui sont hors d'Afrique. Et je pense qu'il n'y a pas de raison de minorer le rôle qu'a pu jouer le Maghreb dans l'origine des Homo sapiens d'abord, mais même dans l'origine des Homo sapiens qui ont pu sortir d'Afrique. Voilà, je voudrais vous remercier pour votre attention. Je vais prendre quelques questions. Pour terminer, je voudrais vraiment souligner cette idée que j'aime bien les histoires d'Adam et Ève, hein, mais je voudrais vraiment souligner le fait que c'est un fantasme d'homme moderne que de vouloir sortir de façon, j'allais dire, toute faite à un moment donné dans le passé. C'est un moyen de se séparer d'ailleurs du reste du monde vivant. Et je dirais c'est une notion qui est profondément anti-évolutionniste en fait. Et donc tout ce qu'on sait aujourd'hui de l'évolution de notre espèce, eh bien c'est qu'il n'y a pas eu dans le passé ce point magique à partir duquel des hommes entre guillemets modernes seraient apparus. L'évolution ne s'est jamais arrêtée. Elle a existé il y a 300 000 ans, il y a 200 000 ans, il y a 100 000 ans, et même les hommes d'il y a 100 000 ans sont différents des hommes d'il y a 50 000 ans, qui eux-mêmes sont différents des hommes d'aujourd'hui. Hein. Et donc c'est pour ça que je pense que la notion d'homme moderne, d'homme anatomiquement moderne, est assez problématique, parce que même difficile à utiliser de façon opérationnelle. Encore une fois, merci pour votre attention.
Merci, merci Jean-Jacques Hublin. Merci beaucoup pour cette conférence très intéressante. Je suppose qu'il y a plein de questions, donc il y en a quelques-unes. Je vais commencer à les poser. Donc n'hésitez pas à chatter et à poser vos questions. Alors la première question, la forme du crâne et du visage des hommes modernes est-elle le résultat d'un processus de sélection naturelle ou est-ce une dérive génétique? Ah, c'est une question très intéressante. J'imagine c'est un spécialiste qui pose ça. En fait, d'abord, cette face des hommes modernes, des hommes actuels, ouais, j'ai du mal à me retenir de ne pas dire des hommes modernes, hein, en tout cas des hommes actuels. C'est une face qui a gardé un certain nombre de caractères primitifs, en fait. Hein. C'est-à-dire elle est différente de celle des Homo erectus qui vivaient il y a 1 million d'années, mais elle n'est pas très différente. La forme de la face des hommes de Néandertal, d'une certaine façon, on peut dire qu'elle est beaucoup plus évoluée, beaucoup plus divergente, si je peux dire. Et en fait, on a un petit peu de mal à expliquer cette divergence uniquement par l'effet de la sélection naturelle. Donc, ce qui a joué probablement dans notre lignée à nous, la lignée des Homo sapiens, c'est probablement essentiellement de la sélection qui, en gros, amène une gracilisation de plus en plus grande de la face. On pense aussi qu'il y a un phénomène qu'on appelle l'autodomestication qui est à l'œuvre. Hein. Par contre, chez des formes comme les néandertaliens, qui sont des formes qui sont soumises à des fluctuations démographiques très fortes, avec parfois des populations très petites, on a de bonnes raisons de penser que là, la dérive génique a pu jouer un rôle prépondérant. Donc il n'y a pas de réponse simple, il y a les deux à la fois, ça dépend de qui on parle. Merci beaucoup. Donc une deuxième question, alors un peu polémique. Hein. Que pouvez-vous répondre à Bergstrom et Stringer qui dans Nature ont illustré leur publication par une contestation que Jebel Irhoud soit sapiens? Moi, je veux bien qu'on l'appelle autrement, mais vous savez, le problème, c'est que comment dire. D'abord, je suis un peu étonné que Stringer ait contesté le fait que comment dire, que Irhoud soit un sapiens. Je pense qu'il est absolument convaincu que c'est un Homo sapiens. Alors, on peut discuter, si vous voulez, du fait que c'est pas un sapiens moderne. Mais je vous ai dit tout le mal que je pense de ce concept. Hein. Le problème qu'on a, c'est que, c'est un problème d'une certaine façon qui est devant nous, hein, c'est que, je vous l'ai dit, la divergence entre les formes eurasiatiques et les formes africaines, donc en gros les ancêtres des néandertaliens et des Denisoviens d'un côté et l'ancêtre des Homo sapiens en Afrique, c'est une divergence qui se place autour de 600, 650 000. En tout cas, c'est ce que nous dit la génétique. Entre Jebel Irhoud et 600 000, on ne sait pas très bien ce qui se passe. Mais on a quelque chose qui est les ancêtres des sapiens. Et la difficulté qu'on va avoir, qui est une difficulté qui est constante en paléontologie, hein, c'est que le long d'une lignée au cours de laquelle on a une évolution morphologique, eh bien, il est très difficile de placer des coupures. Alors, bon, on a essayé, hein, mais c'est beaucoup plus facile de placer des coupures quand on n'a pas de fossiles, parce que là, à ce moment-là, on met les coupures dans les lacunes de la documentation. C'est ce qu'on a fait très longtemps. Voilà, maintenant, avec Jebel Irhoud, on a un problème, c'est qu'on a quelque chose qui est plus ancien que les Homo sapiens est-africains, qui manifestement présente toutes les caractéristiques j'allais dire, d'une forme archaïque d'Homo sapiens, mais qui est, et ça on n'a jamais prétendu le contraire, c'est pour ça qu'on s'est bien gardé d'utiliser le terme d'homme moderne, qui est différente des hommes actuels. Merci beaucoup. Donc, une autre question aussi sur le chat. Quelles sont les limites de l'horloge génétique pour l'estimation de l'évolution humaine? Alors, bon, vous savez, la science, ça bouge. Hein, c'est quelque chose qui change constamment.
Donc moi, quand je suis arrivé à Leipzig en 2004, j'ai passé des mois à me bagarrer à la cantine avec mes collègues généticiens et en particulier avec Svante Pääbo. Parce qu'en gros, ces gens-là nous disaient, mais non, la divergence entre Néandertaliens et les autres, ça ne peut pas être plus vieux que, allez, 350 000 ans. Pourquoi? Ben parce que justement, ils utilisaient une horloge moléculaire, un taux de mutation qui montrait que voilà, il fallait pas plus de temps que ça pour produire un néandertalien différent d'un Homo sapiens. Alors évidemment, c'était complètement contredit par la paléontologie. Parce qu'on a des choses en Europe qui sont, de mon point de vue, des néandertaliens anciens et qui ont au moins 400 000 ans. Alors, les généticiens ont fini par avaler leur chapeau. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que le taux de mutation, c'est-à-dire le nombre de mutations à chaque génération, a changé considérablement dans l'espèce humaine. Et donc, on a un taux de mutation qui est beaucoup plus faible que ce que l'on croyait. Alors, comment on s'en est aperçu? Ben, simplement, comme on sait aujourd'hui séquencer des génomes pour pas beaucoup de sous, eh bien, on peut en séquencer énormément. Et donc, on peut prendre des familles, séquencer le grand-père, la grand-mère, les parents, les enfants. Et on voit qu'en moyenne, il y a à peu près 50 mutations qui apparaissent à chaque génération. C'est beaucoup moins que ce qu'on croyait. Donc, on a réévalué toutes ces horloges moléculaires. Et on sait aujourd'hui que tous ces points de divergence sont beaucoup plus anciens que ce que l'on croyait. Ce qu'on apprend, en fait, c'est que ces taux de mutation varient d'une lignée à l'autre. Et donc, on ne peut pas utiliser de façon simple ces horloges moléculaires. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain, hein. Ce n'est pas parce qu'on s'est trompé une fois qu'il faut dire la méthode ne marche pas. Il faut simplement savoir pourquoi on s'est trompé et corriger le calcul. Oui, merci. Du coup, on est parti vraiment sur des questions très spécialistes, mais pour ramener un petit peu à la base technique sur comment se font les prélèvements, comment sont prélevés et comment sont mesurés les ADN. On connaît de manière générale, en culture générale, le carbone 14, qui est toujours souvent cité. Comment se font aujourd'hui les mesures ADN? Comment sont faits les prélèvements et où se font les quantifications? Alors, d'abord, il faut dire un mot de ce que c'est que l'ADN. L'ADN, il faut s'imaginer un codage par des lettres le long d'une molécule qui est une molécule très très longue. Donc cette molécule, l'ADN humain, c'est 3 milliards et demi de paires de bases, 3 milliards et demi de lettres, si vous voulez. Vous savez qu'avec 3 milliards et demi de lettres, on peut écrire énormément de livres, hein. Et cette information, c'est l'information qui est nécessaire au développement et au fonctionnement d'un être humain. Il y a les recettes de cuisine pour fabriquer toutes les protéines qui nous constituent. Et puis, il y a aussi des instructions sur combien de temps il faut laisser le robinet ouvert de telle ou telle production de protéines. Alors, cet ADN, il est transmis de génération en génération. Il s'abîme. Donc il y a des mutations, et ces mutations parfois se traduisent par des changements de caractère qui vont être soumis à la sélection naturelle. Cet ADN, c'est une molécule qui est très fragile, c'est-à-dire que malheureusement, elle se conserve assez difficilement, en tout cas pour des périodes très anciennes. Cette conservation, elle varie beaucoup en fonction notamment de la température. Donc les ADN les plus anciens qu'on ait aujourd'hui sont c'est un ADN de mammouth qui a d'ailleurs été décrit pas très longtemps, qui a un peu plus d'1 million d'années, qui vient de Sibérie. On a de l'ADN de cheval qui a 700 000 ans, mais ça vient du Yukon. Je ne sais pas si vous voyez où c'est le Yukon, mais c'est là-bas, entre l'Alaska et puis le Canada. Ce n'est pas des endroits où les hommes ont vécu il y a 500 000 ans. Hein. Et donc, dans les moyennes latitudes, disons qu'on a de bonnes chances de trouver de l'ADN fossile dans des ossements, disons, qui ont jusqu'à 100 000 ans. Après au-delà de 100 000 ans, ça devient beaucoup plus difficile.
Et on a, en Europe, on a un site dans lequel on a de l'ADN humain qui a un peu plus de 400 000 ans, mais il est très très mal conservé. Alors le drame, c'est que dès qu'on passe dans des régions chaudes, l'Afrique, les régions tropicales d'Asie, là l'ADN ne survit que très peu de temps. Donc en gros, on a de l'ADN fossile en Afrique du Nord qui a un peu plus de 20 000 ans et on trouve ça extraordinaire. Donc vous voyez, on est très très loin du million d'années de mon mammouth sibérien, hein. Alors c'est un peu paradoxal parce que avec cet ADN fossile, on a appris énormément de choses. Mais en même temps, on a appris énormément de choses, surtout sur ce qui se passait à la périphérie du monde des hommes anciens, et pas tellement dans le cœur. C'est-à-dire le cœur, c'est l'Afrique. Et en Afrique, on n'en a pas. Mais on a, voilà, on a beaucoup d'ADN fossiles, de Denisoviens, de Néandertaliens, de choses comme ça. Alors maintenant, il faut bien comprendre aussi que avec l'ADN néandertalien d'un côté, dénisovien, et puis l'ADN des hommes actuels, on peut faire déjà beaucoup de choses. C'est-à-dire on peut calculer ce temps de divergence entre tous ces groupes, et puis on apprend aussi des choses sur ce qui s'est passé pendant ce temps-là. Alors disons que quand on va vouloir remonter au-delà de 500 000 ans, avec l'ADN, ça va être assez compliqué. Et ce qui est en train d'émerger aujourd'hui, c'est l'étude des protéines, alors qui portent beaucoup moins d'informations que l'ADN, mais qui se conservent beaucoup plus longtemps. Alors, vous me parliez de prélèvement, l'ADN a une très grande, alors je dis qu'il ne se conserve pas très longtemps, enfin pas aussi longtemps qu'on aimerait, mais il a une très grande, j'allais dire, appétence pour l'os. Ça, c'est formidable. Pour les paléogénéticiens. Si on prend un bout d'os stérile et qu'on le trempe dans une solution où il y a de l'ADN, eh bien, au bout d'un moment, quand on le sort de cette solution, on va trouver de l'ADN un petit peu partout dans l'os qui se fixe assez de façon solide sur les, comment dire, sur les cristaux d'hydroxyapatite qui sont là. Alors évidemment, quand on prélève de l'ADN, il faut faire très attention, notamment à des problèmes de contamination. Pourquoi? Parce que de l'ADN, il y en a partout autour de nous, heureusement pour la police. Vous mettez de l'ADN autour de vous tout le temps. Vous savez, la poussière qu'il y a dans les appartements, une grande partie de la poussière, ce sont des cellules de peau mortes, hein. Donc tout ça, ça contient de l'ADN. Donc c'est très important de faire ça dans des laboratoires où on a des systèmes qui stérilisent, qui détruisent l'ADN de façon à être sûr qu'on fait un prélèvement d'ADN ancien. Puis alors un très grand progrès depuis quelques années, c'est qu'on sait reconnaître l'ADN fossile de l'ADN récent. En gros, l'ADN fossile, il est un petit peu abîmé, et il est un petit peu abîmé d'une façon qui est assez reconnaissable. Donc on arrive à l'extraire, et on extrait, alors évidemment on n'extrait pas un chromosome, hein, on extrait un tout petit bout de cette bande dont je parlais tout à l'heure, et ces petits bouts de bande, eh bien il faut les ajouter les uns aux autres en trouvant des sections, des motifs qui se superposent. Et donc, on arrive comme ça de proche en proche, si on a beaucoup d'ADN, à reconstituer parfois le génome complet d'un homme fossile. Ben évidemment, quand l'ADN se dégrade, quand il vieillit, ben ce qui se passe, c'est que ces fragments se fragmentent de plus en plus, et on a des bouts de plus en plus petits. Disons que quand on arrive à des fragments d'ADN qui font seulement 30 ou 40 paires de bases, c'est un peu la limite. S'il continue à se fragmenter, on ne pourra plus reconstituer. Vous savez, c'est comme reconstituer un livre à partir de pages déchirées. Si elles sont déchirées en grands morceaux, il y a de l'espoir. Si elles sont déchirées vraiment en miettes millimétriques, on ne reconstituera jamais de livre. Je peux poser une question juste, Oui, merci beaucoup. Je vous donne une autre question en ligne de Roland Nespoulet qui a pris la peine de reformuler sa question et qui en profite pour vous remercier pour votre conférence.
À propos des Nassarius que vous avez présentés tout à l'heure, éléments de parure, entre l'hypothèse d'une convergence culturelle et celle de contact entre populations, réseau de circulation, quelle hypothèse vous privilégiez? Alors moi, enfin personnellement, mais c'est plus une opinion que quelque chose de démontré, hein. J'ai tendance à penser que c'est probablement une diffusion. Euh, Parce que il y a deux hypothèses, hein. Soit c'est un comportement qui est apparu quelque part en Afrique, évidemment là où il y avait ce genre de coquillage, hein. Et puis, il s'est répandu chez les voisins de plus en plus loin. Alors, évidemment, on se dit, c'est fou, parce que entre la province du Cap en Afrique du Sud et puis le Maroc, il y a une distance absolument énorme. Et donc, imaginer une diffusion d'un trait culturel à une telle distance, ça dépasse l'imagination. Après, l'autre hypothèse, c'est eh bien, quand on se promène sur une plage, on va être inexorablement attiré par les Nassarius, qu'on n'appelle plus des Nassarius, d'ailleurs, qu'on appelle des Tricia, c'est-à-dire ces petits coquillages, parce qu'ils sont petits, ils sont brillants, parfois ils ont un trou dedans naturellement, et donc on va les prendre pour faire des éléments de parure. Et j'allais dire, tout le monde fait pareil de façon un peu naturelle, et donc c'est une invention qui s'est produite de façon simultanée dans des tas d'endroits. Alors, moi, j'ai deux arguments qui me paraissent un peu contredire cette thèse-là. C'est justement la simultanéité. C'est-à-dire pourquoi, il y a environ 100 000 ans, tout d'un coup, alors c'est pas avant, mais tout d'un coup, en Afrique du Sud et au Maroc, des gens se mettent à ramasser ce truc-là, quoi. C'est quand même assez bizarre. Si par exemple c'était des épisodes qui étaient complètement séparés dans le temps, je pense que ça plaiderait en faveur de cette espèce d'invention séparée. Puis après, il y a l'autre argument, c'est de dire, mais attendez, quand on est sur une plage, il n'y a pas que des trichias, il y a plein d'autres coquillages. Pourquoi on ramasse ceux-là et pas les autres? Alors, évidemment, on vous dit, ah non, non, mais ceux-là sont beaucoup mieux. Il y a eu cet après-midi une communication lors de ce colloque qui se tient à Toulouse, où quelqu'un a présenté des éléments de parure en coquillage beaucoup plus récents, qui ont été découverts en Europe dans des grottes de près de Menton, où il y a des hommes du Paléolithique supérieur qui ont utilisé des coquillages. C'est très intéressant parce qu'ils ont utilisé une trentaine d'espèces différentes de coquillages. Et ceux qu'ils ont utilisés le plus ne sont pas les trichias, ce sont d'autres. Et donc, voilà, je me dis, c'est bizarre parce que, dans le fond, il y a d'autres solutions que les trichias. Pourquoi en Afrique, dans le milieu Stone Age, c'est les trichias et rien d'autre? Ça, c'est plutôt en faveur d'une valeur particulière attachée à ce coquillage-là. Alors moi j'avais une question. Donc il y a beaucoup de restes humains quand même sur ce site de Djebel Irhoud et c'est vraiment pas courant. Et donc je voulais savoir pourquoi autant de restes humains. Est-ce qu'on peut déjà dès cette période envisager des pratiques mortuaires sur des sites aussi anciens? Voilà. Comment on peut expliquer cette quantité assez impressionnante de 22 crânes, je crois que vous avez... Non, 22 spécimens, 22 spécimens, 5 individus. 5 individus. Alors, bon, là encore, hein, vous savez, je pense que c'est très important en science, même si c'est souvent pas le cas, j'allais dire de moins en moins le cas, séparer ce qui est de l'ordre de l'opinion ou de l'interprétation et puis les faits. Bon, les faits, on a ces fossiles, on a l'impression qu'ils sont tous concentrés dans un niveau et on se demande si c'est pas un événement en fait, hein. Parce que au-dessus, en dessous, bon, c'est complètement différent. D'une façon générale, dans les sites paléolithiques où on trouve des restes humains, voilà, il y a beaucoup de sites où on trouve une fois de temps en temps une dent, un bout de mandibule, quelque chose comme ça. Bon, après, il y a les sites où il y a des pratiques funéraires. Alors là, bon, on va en trouver beaucoup, surtout pour les périodes récentes de la préhistoire. Et puis, il y a des sites anciens
où où on trouve beaucoup de restes humains. Donc, je parlais tout à l'heure d'un site espagnol où on avait trouvé de l'ADN, c'est le site de Cima de los Huesos. Là, on a 28 individus qui sont avec des milliers de fragments osseux, des crânes complets, enfin, qui sont dans un site. Et évidemment, on voudrait comprendre, on voudrait trouver une explication, un facteur qui explique cette accumulation. Et en fait, on en vient généralement. Alors, je ne parle pas des sites très anciens où les carnivores ont joué un rôle dans l'accumulation de restes d'hominines qui chassaient. Mais pour les périodes comme Djebel Irhoud ou des périodes plus récentes que ça, en gros, on en vient toujours à peu près au même genre d'explication, c'est-à-dire soit quelque chose de catastrophique, c'est-à-dire il y a des individus qui meurent en groupe pour une raison ou pour une autre et dont les corps sont, j'allais dire, enfouis assez rapidement. Et puis après, il y a le facteur humain, c'est-à-dire ils sont là parce que on les a laissés là, on les a mis là. Et ça, bon, c'est toujours une hypothèse qu'il faut garder en tête. D'ailleurs, les deux ne sont pas exclus, hein, parce que les hommes peuvent être aussi une catastrophe pour d'autres hommes. Hein. Mais le problème des pratiques funéraires, il nous faudrait une autre heure pour en parler, c'est que on a un peu tendance à projeter dans le passé nos lubies d'hommes actuels. Hein. Donc, dès qu'on trouve un homme qui a l'air d'avoir été enterré, on s'imagine que voilà, il y a une religion, la vie dans l'au-delà, des tas de choses très compliquées. Alors qu'on sait que même les grands singes, hein, d'une certaine façon, ont des pratiques mortuaires. Hein. Ils couvent de feuilles, de branches un cadavre, ils ne marchent pas dessus, hein, ils s'en préoccupent, ils s'en soucient. Et donc, moi, mon idée là-dessus, c'est que je pense que des pratiques mortuaires, il en a existé depuis très très longtemps. Et le problème, c'est premièrement de les détecter. Et là, pour l'instant, à Djebel Irhoud, on n'a pas réussi à détecter quelque chose de vraiment probant, plaidant en cette faveur. Donc ça, il faut les détecter. Et puis ensuite, il y a le problème de l'interprétation. C'est-à-dire que je pense qu'il faut vraiment se retenir de cette tentation de vouloir, encore une fois, projeter dans le passé nos visions d'hommes d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Avant de se quitter, on va prendre une dernière question. C'est une question de Bruise. Quelle est votre opinion sur les restes d'Apidima datés de 210 000 ans en Grèce ? Moi, j'aimerais juste que vous nous donniez, avant de répondre, quelques éléments sur le site d'Apidima et sur les découvertes qui ont été faites. Oui. Alors, bon, les restes d'Apidima sont des restes qui viennent d'un site grec qui est connu depuis très longtemps, où on a trouvé dans une fissure deux crânes qui étaient dans de la brèche, c'est-à-dire une roche très très solide. Et alors ces deux crânes, il y en a un qui est très complet et qui est un crâne de néandertalien. Donc là, je pense qu'il n'y a pas de discussion. Et puis il y en a un autre qui est beaucoup plus fragmentaire et dont on a, envisagé qu'il pouvait être un crâne d'Homo sapiens ancien. Je pense que c'est difficile de démontrer cela de façon formelle. Ensuite, il y a un problème de datation. Pourquoi ? Parce que ces deux crânes ont produit des datations par une méthode qu'on appelle la méthode de désintégration de l'uranium, uranium-thorium, des âges différents et des âges différents du sédiment qui les entoure. Et bon, sans vouloir être trop critique, je pense que la datation par l'uranium-thorium d'ossement ne marche pas. Enfin, ça marche une fois sur 10, mais on ne sait pas quelle est la fois où ça a marché. Et donc, le problème de cette datation, c'est que c'est une datation très précise quand on l'applique à des
comment dire, des concrétions, des stalactites, des stalagmites, des planchers comme ça de calcite avec pas trop d'impuretés. C'est une méthode très très précise. On peut dater des coraux, on peut dater des tas de choses comme ça. Franchement, dater de l'os, qui est un milieu ouvert avec cette méthode-là, c'est un peu de la magie blanche de mon point de vue. D'ailleurs, si vous allez dans la publication d'Apidimac, vous regardez pour chaque échantillon, enfin chaque spécimen, le nombre de dates qui a été produit et le laps de temps que ces différentes dates couvrent, sont un laps énorme. Et prendre la moyenne de toutes ces mesures pour dire c'est l'âge, bon voilà. Bon. Mais, alors maintenant, je vous ai expliqué que des Homo sapiens étaient sortis d'Afrique probablement plusieurs fois et depuis longtemps, il y a 300 000 ans et ensuite. Alors, jusqu'où ils sont allés, bon, la Grèce, c'est pas très très loin j'allais dire, du Levant. C'est pas quelque chose qui est complètement, j'allais dire, insensé, impossible. Mais vous savez, il y a une phrase comment dire, de Carl Sagan, qui est un grand vulgarisateur américain, qui a produit un certain nombre d'aphorismes comme celui-là. Et Carl, alors, c'est une traduction, hein, puisqu'il dit ça en anglais, mais Carl Sagan, il dit quand on avance comment dire, des thèses extraordinaires, il faut avoir des preuves extraordinaires. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait que les scientifiques, d'une façon générale, méditent régulièrement. Moi, je pense que la science, elle se construit par l'addition de résultats qui sont des résultats cohérents entre eux et par la répétition de ces résultats, et notamment en paléoanthropologie et en archéologie. Donc, la découverte unique, la datation unique qui peut faire un article dans Nature, moi je pense que c'est un indice de quelque chose, mais pour moi ça devient un fait démontré quand cette découverte elle est confirmée par d'autres. Donc on n'est pas à la fin de l'histoire, il y a beaucoup de travail pour ceux qui viennent après nous. Je pense qu'on trouvera d'autres fossiles et on verra bien. Merci beaucoup Jean-Jacques Hublin. On arrive à la fin de ce très beau moment. On reçoit aussi pas mal de remerciements en ligne sur la partie conversation. Donc merci pour le temps que vous nous avez accordé. Merci pour la très grande clarté de votre propos et de votre présentation extrêmement illustrée, riche. Je rappelle que cette conférence est aussi visionnable de nouveau après, en replay, en rejoué sur le site, sur la chaîne YouTube du Muséum de Toulouse. Je rappelle que j'étais aussi accompagnée ce soir de Sandrine Costamagno, qui est à l'origine du colloque du 8 et 9 mars sur Toulouse, qui faisait hommage à une chercheuse disparue. Avec d'autres collègues. Pardon ? Avec d'autres collègues. Bien aussi. sûr, avec d'autres collègues, et qu'on a choisi du coup de collaborer ensemble avec le laboratoire Trace et le muséum pour vous proposer du coup en marge de ce colloque un peu spécialiste, plutôt une conférence grand public. Donc merci beaucoup Monsieur Hublin, vous étiez en direct de l'Allemagne. Voilà, même si vous avez un fond plutôt marocain, en réel, vous étiez en Allemagne. Donc, merci à tous. Très bonne soirée, merci d'avoir participé. Et je vous invite à suivre encore le reste de nos programmations sur la chaîne YouTube Muséum. Merci à tous. Bonsoir. Bonsoir à tous.